Alors, quelques questions peut-être, mais très peu, hein, et très courtes, s'il vous plaît. Oui, il reste toujours une question qui est à la fois d'ordre scientifique. Pouvez-vous vous présenter? Alain Héridon, ex-CEA. Et cette question qui est à la fois très scientifique et très pointue et qui est objet de nombreuses discussions, aussi bien dans les journaux que dans les conversations privées, c'est finalement à quel moment pourrez-vous, vous qui travaillez dans l'énergie atomique ou ailleurs, nous dire que tel cancer, il est sûrement radio-induit ou il est sûrement autre que radio-induit. Alors c'est vrai que, par exemple, dans le cas de l'amiante, il y a un cancer, on sait très bien le reconnaître, il n'y a pas de discussion, ça peut venir au tribunal, on connaît le résultat. Alors est-ce que là-dessus, on a comment dirais-je, des succès prévisibles sur ce problème qui est particulièrement complexe? La question, est-ce qu'il existe une signature, comme le mésothélium dans l'amiante, qui permette d'attribuer à l'irradiation un cancer plutôt qu'à une autre cause? Et la réponse est non. D'une part, il n'y a pas de signature au niveau des phénomènes initiaux. André Oringo vous le rappelait tout à l'heure, il existe un bruit de fond continu de lésions de l'ADN, c'est plus de 10 000 lésions par génome, par cellule et par jour, et qui aboutissent finalement à des effets très comparables à ceux qui sont d'impact avec des rayonnements ionisants. Donc il y a un bruit de fond important. Deuxième point, ces lésions ne sont pas différentes de celles qui sont dues au métabolisme oxydatif. Troisième point, lorsqu'on regarde l'évolution des cancers, on s'aperçoit que ces cancers, contrairement à l'amiante, ne concernent pas particulièrement un type cancéreux plutôt qu'un autre. Il y a certains tissus qui sont plus radiosensibles que d'autres, mais on ne peut pas distinguer ces cancers-là des cancers qui sont non radio-induits. Il y a des pistes, vous pensez certainement à cela, qui ont montré que dans les sarcomes des tissus et dans les cancers de la thyroïde, à condition d'explorer l'ensemble des gènes qui sont exprimés par les cellules cancéreuses, on pouvait trouver les différences entre les cancers qui apparaissent sur des tissus apparemment sains et ces cancers qui apparaissent sur des tissus irradiés. Mais la question qui reste posée, je crois qu'elle va y rester pour longtemps, c'est est-ce qu'il s'agit d'une voie spécifique de cancérisation des tissus? Dans ce cas-là, ça serait très utile parce qu'on aurait une signature, ou est-ce qu'il s'agit simplement de la traduction d'un effet de cancérisation sur un tissu qui est irradié? Autrement dit, on n'a eu qu'un seul indicateur d'exposition, le tissu a été irradié, on retrouve la trace de cette exposition-là dans le cancer, mais on n'a rien gagné en ce qui concerne la preuve que ce cancer-là est un cancer irradié. On a simplement un cancer sur un tissu irradié, et non pas un cancer spécifiquement irradié. À l'heure actuelle, la réponse est non. Il n'y a pas de possibilité, et je crois pour longtemps, d'identifier un cancer radio-induit par rapport à un cancer non radio-induit. La seule voie est statistique. Oui, il y a en ce qui concerne les variations de radioactivité naturelle, il y a des raisonnements tendant à dire que la radioactivité naturelle varie beaucoup et on ne voit pas de variation, je dirais, de taux de cancer associé à ces variations. Qu'est-ce que vous en pensez de ces raisonnements? L'observation est exacte, mais sa signification épidémiologique est faible, dans la mesure où les enquêtes épidémiologiques ne concernent que les populations limitées. Il y a deux études que je connais, en tout cas qui sont des études de cohorte assez fournies, dans lesquelles il y a plus de 100 000 résidents exposés soit à des radioactivités naturelles fortes, soit des radioactivités faibles. Et à partir de là, on peut en déduire soit qu'il y a un effet, et dans ce cas-là, on en conclut que c'est compatible avec les valeurs qui sont les valeurs qui sont celles dérivées, par exemple, des populations exposées, mais on ne peut pas exclure non plus qu'il n'y ait pas d'effet du tout, donc il y ait un seuil, ou que, éventuellement, pour un certain nombre de cas, il y ait moins de cancer dans cette population-là que dans une population témoin. La qualité statistique, disons, des renseignements qu'on obtient est insuffisante pour dire qu'il y a un effet ou de protection ou de seuil. On reste avec l'incertitude, et on doit continuer de gérer l'incertain. Oui, Jean-Paul Hulot. Dans le suivi des survivants d'Hiroshima et par rapport aux éventuels effets génétiques, est-ce que les descendants des survivants sont suivis et seront suivis? Parce qu'il y a toujours quand même la question un peu sous-jacente qu'éventuellement les effets génétiques pourraient sauter des générations. À l'heure actuelle, on a 3 générations donc, qui se sont succédées à Hiroshima, et il n'y a toujours pas de preuve, à l'heure actuelle, d'une transmission de tares génétiques dans les populations. Ceci concerne bien sûr des maladies génétiques, mais concerne aussi des indicateurs de modifications génétiques transmissibles dans les populations. Un
point qui a été évoqué, notamment après Tchernobyl, on a trouvé quelques indicateurs qui avaient bougé. Et bien sûr, ces indicateurs qui n'ont pas subi la pression de sélection du milieu, c'est-à-dire ça n'est pas lié, disons, avec des fonctions particulières de la cellule, on ne voit pas non plus, après 3 générations, une modification ou une accumulation de ces indicateurs-là qui permettraient de penser que ce risque existe. On reste à l'heure actuelle avec « il n'y a pas de risque établi dans l'espèce humaine concernant les effets génétiques » après 3 générations. Bien, dernière question. Non, je suis désolé, la dernière, elle est là. Jacques Rader. Oui, je suis bien convaincu par les chiffres concernant les décès des différentes des événements qui ont eu lieu, etc. Mais est-ce qu'il y a une approche possible concernant les effets sanitaires autres que les décès? Par exemple, et ça on le voit dès qu'on fait une conférence chez les jeunes, par exemple, évacuer une zone de 20 ou 30 km pendant je ne sais pas combien d'années, c'est insupportable. L'idée est insupportable chez les jeunes à qui on s'adresse. Donc, est-ce qu'il y a une façon d'aborder cette question-là, je ne sais pas, on parle d'effets sanitaires, voilà, comment caractériser ça? Je crois que c'est l'intérêt de cette enquête épidémiologique qui est lancée à Fukushima. Parce qu'effectivement, ces aspects-là seront pris en considération. On a essayé de le faire à Tchernobyl et on n'a pas pu parce que la qualité du recensement des données est insuffisante pour le faire. Pour Fukushima, on peut déjà dire qu'il y a 1415 décès qui sont attribués aux évacuations sanitaires, au fait qu'on a rompu la chaîne de soins et qu'un certain nombre d'inconvénients, certains sont morts de froid, disons, certains ont été désespérés, se sont suicidés, donc il y a des facteurs qui n'ont rien à voir avec la radioactivité et qui sont associés avec la crise, c'est incontestable. Et il est vraisemblable qu'à Tchernobyl, une part importante des désagréments que vivent les populations est liée à ces phénomènes-là. Ces gens, pour la plupart, sont persuadés qu'ils ont été mis en danger et finalement, l'étude de la morbidité montre effectivement qu'ils ne se portent pas bien, incontestable. Très bien, mais il nous reste à remercier